Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Peu avant midi, le 25 juillet 2010, une voix troublée a retenti sur la ligne du 911 du comté de Keithville, en Louisiane. Loretta Luttrell, 70 ans, venait d'appeler pour signaler la mort de son mari, Ernest Luttrell, âgé de 73 ans. Au premier abord, cela ressemblait à un décès ordinaire dû à des causes naturelles, mais quelque chose dans le calme glacial de sa voix laissait deviner une ombre plus sombre. Les secouristes, cherchant à gagner du temps, lui ont demandé d'effectuer un bouche-à-bouche sur son mari. La réponse de Loretta, une phrase aussi déconcertante que catégorique, « Je ne peux plus rien faire. Venez vite et amenez la police. » En quelques minutes, les adjoints du shérif sont arrivés sur les lieux. Loretta, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer, les attendait devant la maison. Perdue, confuse, presque indifférente, elle semblait davantage déboussolée que véritablement en deuil. Mais à l'intérieur de la maison, l'horreur était bien réelle. Ernest Luttrell gisait dans une mare de sang, criblé de 5 balles. La scène était brutale, sans équivoque. Il s'agissait d'un meurtre. Loretta a expliqué qu'elle revenait de l'église lorsqu'elle avait découvert son mari étendu au sol. Elle a juré ne rien savoir de ce qui s'était passé. Ces déclarations ont rapidement été confirmées par d'autres paroissiens qui avaient vu Loretta à l'église au moment du drame. Les enquêteurs, cependant, savaient que les apparences sont souvent trompeuses. Ils ont donc renforcé leur présence sur les lieux, appelant criminologues et techniciens pour analyser chaque détail. Des objets de valeur manquaient, notamment la voiture de la victime. Et près de l'endroit où cette voiture semblait avoir été volée, des empreintes de chaussures au motif unique ont été relevées. L'attention des enquêteurs s'est également portée sur la femme de ménage et son mari qui vivaient sur la propriété. Mais ces derniers avaient un alibi. Un ticket de caisse a prouvé leur présence dans un magasin au moment du meurtre. Pendant ce temps, les policiers ont contacté les proches de Loretta et c'est là que le drame familial a révélé ses premières fissures. Loretta avait une fille, Katie Passaniti, âgée de 55 ans, qui vivait à San Antonio, au Texas. En apprenant la nouvelle, Katie s'est précipitée pour rejoindre sa mère. Mais l'histoire entre Loretta et sa fille était tout sauf simple. À 15 ans, Loretta avait donné naissance à Katie, mais elle avait immédiatement rejeté son enfant. C'est la grand-mère qui avait élevé la petite, et Katie l'avait toujours considérée comme sa véritable mère. Loretta, elle, était restée une étrangère jusqu'à ce qu'elle réapparaisse soudainement dans la vie de Katie lorsque celle-ci avait 15 ans. Loretta vivait alors avec Ernest Luttrell, un homme qu'elle appelait son mari bien qu'il ne se soit jamais marié officiellement. La réunion mère-fille aurait pu être le début d'une nouvelle histoire, mais elle a vite tourné au vinaigre. Katie, adolescente rebelle, a bouleversé leur quotidien. Elle fuyait souvent la maison, fréquentait des soirées et n'appelait ses parents que par leur prénom, mettant une distance claire entre eux. Avec le temps, Katie s'est assagie. Brillante, elle a été acceptée dans des institutions prestigieuses, décrochant un diplôme en chimie et un doctorat en mathématiques appliquées à l'université Johns Hopkins. Lors de ses études, elle a rencontré Anthony Passaniti, un homme avec qui elle s'est mariée et a fondé une famille. À 27 ans, elle était mère et vivait à San Antonio. Anthony travaillait comme assistant médical, un poste prometteur dans le domaine de la santé. De son côté, Katie enseignait la chimie et les mathématiques dans plusieurs collèges, des activités qui lui assuraient un revenu confortable et une certaine stabilité. Mais en 2008, Katie a décidé de démissionner pour se consacrer à plein temps à son rôle de mère, un choix qui reflétait à quel point la famille était importante pour elle. Cette même année, une tentative tardive de renouer avec Loretta a vu le jour. Contre toute attente, les deux femmes, qui avaient vécu une grande partie de leur vie presque étrangères l'une à l'autre, se sont rapprochées. Loretta a commencé à rendre visite régulièrement à sa fille et à ses petits-enfants, comme si elle cherchait à rattraper le temps perdu. Pendant ce temps, le couple Luttrell, désormais à la retraite,
vivait tranquillement sur une ferme de 25 hectares à Keithville. Sur cette propriété, Ernest et Loretta avaient construit une maison en rondins et une grande grange pour leur matériel agricole. Ernest continuait à gérer une petite entreprise de traitement des terres, un moyen de générer des revenus supplémentaires tout en restant actif. Tout semblait paisible, mais cette tranquillité allait bientôt être bouleversée. Cette même année, une entreprise spécialisée dans l'extraction de minéraux a découvert un important gisement de gaz naturel sur leur propriété. Pour obtenir l'autorisation d'exploiter ce gisement, Ernest a reçu une somme colossale de 400 000 $. Du jour au lendemain, le couple est devenu relativement riche. Pourtant, cette manne financière n'a pas changé leur mode de vie. Ernest a choisi d'investir cet argent dans son entreprise plutôt que de le dépenser. Pour lui, la vie simple qu'il avait menée jusque-là suffisait amplement. Mais derrière ce tableau idyllique se cachaient des signes inquiétants. Un jour, Loretta a appelé Katie pour lui poser une question anodine en apparence. Combien de sucre fallait-il pour un gâteau? Rien d'inhabituel, si ce n'est qu'elle semblait sincèrement incapable de se souvenir de cette information simple. Les appels étranges se sont multipliés, révélant peu à peu des problèmes de mémoire de plus en plus flagrants. Ernest, lui aussi, montrait des signes troublants. Lors d'un trajet pour Thanksgiving chez Katie, il s'est soudainement arrêté à mi-chemin, désorienté. Sans explication, il a fait demi-tour et est rentré à la ferme. Ces incidents ont poussé Katie à les envoyer consulter des médecins. Le diagnostic a été un coup de massue. Loretta et Ernest présentaient tous deux les premiers stades de la démence et de la maladie d'Alzheimer. Cette nouvelle a profondément inquiété Katie, qui gardait un contact quotidien avec sa mère, même à distance. Pour alléger leur charge, elle a engagé Tina, une aide ménagère, qui s'est installée sur la ferme avec son mari Chris et leur enfant. Tina est devenue une aide indispensable, agissant comme chauffeur et assistante personnelle de Loretta, qui avait perdu ses capacités de conduite. Chris, quant à lui, aidait avec les tâches lourdes et s'occupait de la maintenance de la ferme. Mais malgré cette assistance, l'état de santé des Luttrell s'est rapidement détérioré. Ernest, autrefois calme et réfléchi, est devenu irritable et colérique, sa mémoire s'effritant jour après jour. Sa frustration, bien que compréhensible, s'est souvent tournée vers des cibles innocentes, comme son voisin le plus proche, qu'il accusait de tous ses maux. Ces accès de colère ont inquiété Katie, qui a tenté à plusieurs reprises d'apaiser la situation, mais les tensions ne cessaient de s'accumuler. En avril 2010, la tension à la ferme Luttrell a atteint son paroxysme. Ernest, âgé de 73 ans, est rentré chez lui dans un état de fureur inexplicable, accusant son voisin de comploter pour lui voler sa propriété. La dispute, si l'on peut encore appeler ça ainsi, a rapidement dégénéré en une scène chaotique. Katie, qui se trouvait sur place en visite chez sa mère, n'a eu d'autre choix que d'appeler la police. Avec une voix tremblante mais déterminée, elle a informé les forces de l'ordre qu'Ernest avait menacé de tuer son voisin. Une menace qui, bien que peut-être lancée dans un moment de confusion, ne pouvait pas être prise à la légère. Les adjoints du shérif sont arrivés en quelques minutes. Ils ont arrêté Ernest, visiblement désorienté, et l'ont conduit au centre médical le plus proche pour une évaluation psychiatrique. Ce qui a suivi est digne d'un scénario dramatique. En arrivant à l'hôpital, Ernest semblait avoir tout oublié. Son regard vide et sa voix emplie d'incompréhension laissaient deviner un homme perdu. Il ne comprenait pas pourquoi il avait été arrêté et exigeait d'une voix vacillante mais ferme qu'on le laisse rentrer chez lui. Pendant qu'Ernest restait sous observation médicale, Katie voyait une opportunité de résoudre les problèmes croissants liés à l'état de ses parents. Elle s'est rendue au centre médical, munie d'une procuration pour la propriété de son beau-père, un document qu'il aurait prétendument signé auparavant. Katie a insisté pour qu'Ernest soit transféré dans une maison de retraite, arguant que son comportement imprévisible et parfois agressif représentait un danger non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Mais Ernest a fermement nié avoir donné une quelconque autorisation à Katie. Il a également nié les accusations portées contre lui. Il n'avait, selon lui, jamais menacé son voisin ni provoqué de scandale. « Je ne sais même pas pourquoi je suis ici », répétait-il sans cesse, sa voix pleine de frustration. Et là, un doute glaçant s'est insinué.
Avait-il réellement signé cette procuration et oublié, ou Katie jouait-elle un rôle bien plus sombre dans cette affaire? Les médecins, quant à eux, ont tenté de comprendre ce qui clochait. Pendant une semaine, Ernest a subi des examens approfondis, mais à la surprise générale, rien d'anormal n'a été détecté. Malgré l'absence de traitement significatif, il est resté lucide tout au long de son séjour. Finalement, faute de preuves médicales pour justifier une hospitalisation prolongée, Ernest a été libéré. La vie semblait reprendre son cours à la ferme Luttrell. Mais ce calme apparent n'a duré que 2 mois. Un matin, les services de secours ont reçu un nouvel appel. Cette fois, c'était Loretta, avec cette voix toujours étrange, un mélange de confusion et de détachement, qui a signalé « Mon mari est mort ». Mais avec ses problèmes de mémoire, Loretta était incapable de fournir un témoignage cohérent à la police. Et ainsi, l'énigme s'est épaissie. Que s'était-il vraiment passé à la ferme ce jour-là? Les enquêteurs se retrouvaient face à une scène de crime complexe, marquée par la violence et une froideur qui n'avaient rien d'accidentel. Sur place, le constat était sans appel. Ernest Luttrell avait été assassiné. Un suicide? Impossible. Aucune arme n'avait été retrouvée à proximité du corps. Le coupable était donc toujours dans la nature, et avec lui l'arme du crime qui avait été dérobée. La recherche du pistolet devenait une priorité absolue, car cette arme pouvait détenir des indices cruciaux, empreintes, traces de poudre ou encore un lien direct vers le meurtrier. Ernest avait été abattu à bout portant, un acte d'une brutalité implacable. Une balle dans la tête, entre autres, avait scellé son sort, ne lui laissant aucune chance de survie. Il gisait dans une mare de son propre sang, la scène de crime témoignant d'un acte calculé et sans pitié. Non loin de son corps, les policiers ont remarqué que l'armoire à armes, située près de la chambre, avait été forcée et vidée. Là encore, une découverte inquiétante. Certaines des armes à feu manquaient. Parmi elles, les enquêteurs pensaient avoir identifié celles utilisées pour le meurtre. Mais ce qui semblait être une piste solide s'est rapidement effondré. L'analyse balistique a révélé que cette arme ne correspondait pas aux blessures infligées à la victime. Conclusion glaçante, le tueur avait apporté son propre pistolet pour exécuter Ernest et s'était ensuite servi dans l'armoire, volant les autres armes pour brouiller les pistes. Ce n'était pas tout. Le pick-up d'Ernest ainsi que plusieurs objets de valeur avaient également disparu. Mais retrouver le véhicule volé n'allait pas être une tâche aussi ardue qu'on aurait pu le croire. Cette camionnette, unique en son genre, était facile à repérer. Ernest l'avait équipée d'un réservoir de carburant de fabrication artisanale, conçu pour alimenter ses machines agricoles pendant 2 jours complets lorsqu'il travaillait dans les champs de ses clients. Une modification qui, bien que pratique, rendait le véhicule immédiatement reconnaissable. C'est précisément grâce à ces caractéristiques distinctes que le pick-up a été rapidement retrouvé. Au volant du pick-up volé se trouvait Éric Crin, un homme de 26 ans bien connu des autorités locales. Son nom figurait dans de nombreux rapports de police, principalement en raison de sa dépendance aux substances illicites et de ses nombreuses arrestations pour conduite en état d'ivresse. La vie d'Éric était un cycle infernal. La prison, une liberté éphémère, puis une rechute qui le ramenait derrière les barreaux. Et cette fois, son arrestation allait marquer un tournant décisif. 2 jours après le meurtre d'Ernest Luttrell, Éric a été retrouvé à Cateville, confortablement installé au volant de la camionnette volée. La police l'a immédiatement arrêté et emmené au poste pour un interrogatoire. Mais dès qu'il s'est retrouvé face aux officiers, Éric a tout nié en bloc. Avec une assurance qui frisait le ridicule, il a prétendu qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Mieux encore, il a affirmé qu'il se trouvait au travail au moment des faits. Mais ce soi-disant alibi s'est rapidement effondré. Ses collègues n'ont pas corroboré son récit. Éric était incapable d'expliquer pourquoi il conduisait le pick-up de la victime. Et pour ne rien arranger, les semelles de ses chaussures portaient un motif unique, correspondant parfaitement aux empreintes retrouvées sur la scène du crime. Au poste, Éric affichait un comportement pour le moins étrange. Simulant l'innocence, il donnait l'impression de jouer un rôle, refusant de coopérer pleinement avec les enquêteurs. Les policiers, conscients qu'il ne disait pas tout, ont décidé de le garder en détention pendant qu'ils poursuivaient leurs investigations. Puis, l'histoire a pris une tournure inattendue. Une équipe de tournage locale, toujours en quête de sensationnel, a été informée de l'arrestation. En un rien de temps,
les journalistes se sont rendus au garage où Eric travaillait pour interroger ses supérieurs et ses collègues. C'est là que les choses se sont accélérées. Le manager du garage a révélé qu'Eric n'était pas au travail au moment du meurtre, contredisant ainsi son alibi bancal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'ils étaient encore sur place, le téléphone du manager a sonné. À l'autre bout de la ligne, c'était Eric, appelant directement depuis la prison. L'homme, sans aucune gêne, a tenté de convaincre son employeur de mentir à la police et de confirmer qu'il était bien présent au travail ce jour-là. Mais son patron, visiblement agacé, lui a posé une question brutale et directe, sans détour. « Eric, dis-moi, est-ce que tu as tué Ernest Luttrell ?» Et c'est là, sous l'œil attentif des journalistes, qu'Eric a raconté une histoire qui allait choquer tout le monde. Une confession inattendue, teintée d'éléments troublants et bien sûr de contradictions. Selon Eric, il avait bel et bien appuyé sur la gâchette, mettant fin à la vie d'Ernest Luttrell. Mais cette décision, aussi brutale qu'elle soit, n'était selon lui pas la sienne. Une femme du nom de Tina, la conductrice de Loretta et sa maîtresse, l'aurait manipulé et encouragé à commettre ce crime. Et comme si cela ne suffisait pas à troubler les enquêteurs, Eric a également affirmé que Loretta elle-même, la veuve de la victime, avait commandité le meurtre. D'après ses dires, la vieille dame avait prévu de se rendre à l'église ce jour-là précisément pour se construire un alibi parfait, pendant que Tina et Eric passaient à l'action. Depuis sa cellule, Eric n'a pas hésité à appeler Tina pour discuter des détails de l'affaire, une conversation qui a été enregistrée et rapidement remise à la police. Cette révélation explosive a poussé les enquêteurs à creuser davantage, pour vérifier si Loretta et Tina avaient réellement joué un rôle dans ce meurtre impitoyable. Le 28 juillet, Tina a été arrêtée et emmenée au poste en tant que suspecte. Face aux accusations, elle a tout nié en bloc. Elle a affirmé avec une sérénité presque inquiétante qu'elle n'avait rien à voir avec ce crime et qu'elle ignorait tout de ce qui s'était passé. Mais les enquêteurs n'étaient pas convaincus. Le mobile de Tina semblait fragile. Ernest lui avait toujours témoigné de la générosité. Il lui avait offert un toit pour elle et sa famille, un emploi stable et un salaire décent. Pourquoi aurait-elle pris le risque insensé de tuer un homme qui l'avait tant aidé, au risque de tout perdre? Pourtant, dans ces dénégations, les policiers ont perçu des failles, des hésitations. Ils ont donc décidé de fouiller ses affaires personnelles. C'est alors qu'une découverte troublante a été faite. Dans le sac à main de Tina, les enquêteurs ont trouvé une carte bancaire appartenant à Ernest. Lors de vérification, ils ont découvert qu'une plainte avait été déposée contre elle quelques mois auparavant. Le mobile? Des vols d'argent au détriment de la famille Luttrell. Bien que la situation ait été réglée à l'amiable et qu'Ernest lui ait pardonné, Tina a avoué qu'elle avait continué à voler après cet incident. Les soupçons se sont intensifiés lorsque le mari de Tina a révélé qu'elle n'avait pas passé la nuit à la maison la veille du meurtre. Selon lui, ils s'étaient disputés et Tina avait quitté le domicile pour séjourner dans un hôtel. Plus tard, il s'est avéré qu'elle avait passé la nuit avec Eric, planifiant l'assassinat d'Ernest. Cette révélation a été le coup de grâce pour Tina, qui a fini par craquer sous la pression des interrogatoires. Elle a avoué avoir engagé Eric pour exécuter son employeur. Mais, dans une tentative de minimiser sa culpabilité, Tina a affirmé que l'instigatrice de ce crime n'était autre que Loretta. Selon elle, Loretta était venue la voir un jour et lui avait dit froidement « Mon mari doit mourir ». D'abord réticente, Tina aurait finalement cédé sous la pression de Loretta, qui l'aurait poussée à trouver quelqu'un pour commettre l'irréparable. Cette confession glaçante a bouleversé l'enquête. Les enquêteurs devaient désormais déterminer si Tina disait la vérité ou si elle essayait simplement de rejeter la responsabilité sur une femme âgée et malade. Le mobile de ce crime sordide? L'argent, bien sûr. Ernest, qui jouissait d'une certaine fortune, avait promis à sa petite fille, la fille de Katie, de l'aider à rembourser ses dettes d'études, qui s'élevaient à 50 000 $. Une somme colossale mais nécessaire. Sans cet argent, la jeune femme risquait de perdre sa place à l'université. Katie traversait à ce moment-là des difficultés financières importantes, incapable d'aider sa fille. Pourtant, au moment de tenir sa promesse, Ernest s'était contenté de remettre un chèque d'un maigre 1 000 $, refusant de payer le reste. Un geste perçu comme une trahison. Loretta, humiliée et en colère face à l'avarice de son mari, aurait décidé qu'il méritait de mourir. Selon les enquêteurs,
C'est à ce moment-là qu'elle aurait fait appel à Tina, la femme de ménage qui, à son tour, aurait sollicité Eric Crin. Pour 11 000 $, ce dernier aurait accepté d'exécuter Ernest. Le crime, pour brouiller les pistes, devait être déguisé en vol. C'est ainsi que Tina aurait permis à Eric de voler l'arme et plusieurs objets de valeur dans la maison. Quant à l'arme du crime, Eric l'aurait dérobée dans un entrepôt avant de s'en débarrasser. Mais les simples paroles de Tina ne suffisaient pas pour arrêter Loretta. Les policiers ont donc élaboré un plan. Ils ont demandé à Tina d'appeler Loretta et de tenter de la faire avouer. En échange, Tina espérait un accord avec le ministère public pour réduire sa peine. Elle devait également témoigner contre Eric et Loretta. Pendant cet appel, enregistré par la police, Tina a menti à Loretta, affirmant qu'Eric avait été libéré sous caution et qu'elle avait besoin de 1 000 $ pour couvrir les frais. À la surprise des policiers, Loretta a accepté de fournir la somme, demandant juste un peu de temps pour rassembler l'argent. Bien que cet appel ne contenait aucun aveu explicite de meurtre, il établissait un lien troublant entre Loretta et les deux autres suspects. Le lendemain, le 29 juillet, lors des funérailles d'Ernest, Loretta a organisé une cérémonie d'adieu pour son mari. Mais à peine la cérémonie terminée, elle a été arrêtée à la sortie du cimetière. Accusée de complicité dans ce meurtre commandité, la veuve a été immédiatement emmenée au poste pour un interrogatoire. Là, elle a farouchement nié toute implication. Loretta a soutenu qu'elle allait à l'église chaque dimanche, répétant qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire et feignant une incompréhension totale face aux accusations. Les enquêteurs, cependant, n'ont pas lâché prise. Ils ont souligné qu'elle se trouvait à l'église ce jour-là, non par hasard, mais pour se constituer un alibi pendant que son mari était assassiné. Mais Loretta a tenu bon. Elle a rappelé qu'elle souffrait d'Alzheimer et a qualifié d'absurde l'idée qu'elle ait pu planifier ou ordonner un meurtre. Selon elle, Tina, qui avait déjà volé la famille par le passé, était la seule coupable. Katie, la fille de Loretta, partageait ce point de vue et l'a souvent répété aux journalistes. Elle insistait sur l'innocence de sa mère, décrivant les accusations comme injustes. La famille d'Ernest, quant à elle, soutenait également Loretta, convaincue qu'elle n'avait aucun lien avec le crime. Après tout, Loretta et Ernest avaient partagé leur vie pendant de nombreuses années. Cependant, les proches d'Ernest ont soulevé une nouvelle hypothèse. Et si Katie elle-même était derrière tout ça? Ils ont rappelé les nombreux conflits familiaux, souvent liés à des questions d'argent. La ferme d'Ernest, estimée à 1,5 million de dollars, aurait pu être un puissant mobile. En cas de décès d'Ernest, Loretta hériterait de la propriété, qui reviendrait ensuite à Katie après la mort de sa mère. Or, la santé de Loretta se dégradait rapidement, et Katie craignait qu'elle ne meure avant Ernest, ce qui aurait compromis ses plans. Les soupçons à l'encontre de Katie ont pris de l'ampleur lorsqu'on a reparlé de l'affaire de la procuration, un document qu'elle avait prétendument fait signer à Ernest. Et si cette manœuvre n'avait été qu'une étape dans un plan plus vaste pour s'approprier la fortune de la famille? Lorsque Loretta a été incarcérée, une bataille féroce pour l'héritage d'Ernest Luttrell a éclaté, déchirant encore davantage une famille déjà en miettes. La famille de la victime, se sentant lésée, a décidé de porter l'affaire devant la justice. Mais Katie, toujours prévoyante, avait une carte maîtresse en main, une copie du testament de son beau-père. Ce document stipulait que si Loretta, pour une raison quelconque, ne pouvait pas hériter des biens d'Ernest, l'intégralité de son patrimoine serait transférée à Katie et à ses filles. Ce testament, cependant, comportait une date hautement suspecte. Il avait été signé seulement 3 semaines avant la mort tragique d'Ernest. Les proches du défunt, furieux, ont immédiatement crié à la fraude. Ils étaient convaincus qu'il avait soit été contraint de signer sous la pression, soit que sa signature avait été purement et simplement falsifiée. À ce moment-là, avec son esprit affaibli, Ernest aurait pu ne pas se rendre compte de la portée de ses actes. La famille a donc décidé de contester ce testament en justice. En août 2010, l'enquête sur le meurtre d'Ernest semblait toucher à sa fin. Les enquêteurs avaient identifié 3 suspects principaux. Loretta, la veuve, accusée d'avoir orchestré le meurtre, Tina, la complice, et Eric Crin, l'exécutant. Mais une nouvelle piste a émergé. Et si Katie elle-même était au centre de ce plan machiavélique? Après tout, elle avait le mobile le plus évident et tirait le plus grand bénéfice de la disparition d'Ernest. Les proches du défunt étaient catégoriques.
Il était inconcevable qu'Ernest ait décidé de léguer toute sa fortune à la fille de sa femme. Premièrement, cela ne correspondait pas à son caractère. Ernest, économe jusqu'à en devenir avare, ne dépensait jamais sans raison et n'aurait jamais privé sa propre famille de son héritage. Deuxièmement, il n'avait jamais entretenu de relations suffisamment proches avec Katie pour justifier un tel geste. Pendant que le parquet préparait le procès des suspects, la famille d'Ernest a intenté une action en justice pour contester la validité du testament. L'enquête s'est intensifiée et les policiers ont commencé à examiner de plus près le document en question. Une signature apposée par une certaine Penny Penner, notaire de profession, semblait particulièrement douteuse. Le 19 octobre, les policiers ont convoqué cette femme pour un interrogatoire. Au départ, Penny Penner a soutenu avoir signé les documents le 1er juillet, près d'un mois avant le meurtre d'Ernest. Elle affirmait que tout s'était déroulé légalement, en présence de plusieurs témoins, y compris Loretta. Mais sous la pression des enquêteurs, son récit s'est effondré. La notaire a fini par avouer que le testament avait été falsifié. Sa signature avait été apposée après la mort d'Ernest, à la demande directe de Katie. Selon Penny, Katie s'était présentée à son bureau peu après le meurtre, racontant une histoire poignante. Ernest serait mort subitement sans avoir eu le temps de rédiger un testament correct. Toujours selon Katie, il n'avait plus de parents vivants pour prétendre à son héritage. Et Loretta, en raison de sa maladie d'Alzheimer, risquait de perdre les biens au profit de l'État. Émue par ce récit, Penny n'avait pas posé plus de questions. Elle avait simplement voulu aider une femme qu'elle voyait comme désespérée. Mais confrontée à la perspective d'une accusation pour falsification de documents, Penny a décidé de collaborer avec la police pour éviter de graves ennuis judiciaires. Elle a accepté de jouer un rôle clé dans l'enquête, notamment en passant des appels téléphoniques à Katie. La notaire, Penny Penner, devait obtenir une reconnaissance de la falsification des documents. Selon le plan, Penny a contacté Katie et lui a confié qu'elle faisait face à des problèmes avec la police. Prétendant avoir besoin de précisions sur ce qui s'était passé pour rédiger un nouveau document capable de détourner l'attention de l'enquête, Penny a tendu la perche. Katie, méfiante mais sous pression, a répondu à quelques questions. Cela suffisait pour lever le voile sur ses manipulations, justifiant une perquisition à son domicile de San Antonio. Avec un mandat en main, les policiers sont arrivés chez Katie, prêts à fouiller chaque recoin. Dès leur entrée, Katie a tenté de s'échapper, attrapant précipitamment son sac à main. Ce geste, interprété comme potentiellement dangereux, a conduit les agents à la maîtriser et à lui passer les menottes. Cependant, à l'intérieur du sac, ce n'était pas une arme qu'ils ont trouvée, mais une lettre accablante, des instructions détaillées pour falsifier un testament chez le notaire. Cette lettre, qu'elle espérait détruire, était une preuve clé. En explorant sa maison, les policiers ont découvert des boîtes remplies de documents. Parmi eux, des duplicata de procuration, des notes sur l'état de santé d'Ernest et des éléments qui montraient qu'elle l'avait surveillé de près. Tout cela suggérait qu'elle attendait le moment idéal pour agir. Malgré cela, aucune preuve directe n'a été trouvée concernant sa participation au meurtre lui-même. Finalement, la police a dû retirer les menottes de Katie et la laisser partir. Mais ce n'était pas la fin, seulement une pause stratégique. Pendant ce temps, Loretta restait détenue sans caution, sa santé mentale se détériorant rapidement à cause de la maladie d'Alzheimer. Jugée inapte à être traduite en justice, elle a été transférée dans un hôpital psychiatrique pour criminels. Bien que Loretta ait fait des aveux lors de cette période, son état mental les rendait inutilisables devant un tribunal. Cependant, les enquêteurs étaient persuadés qu'elle n'avait pas orchestré ce crime seule. La piste revenait inlassablement à Katie. En juin 2011, un tournant décisif a eu lieu. Eric Crin, l'exécutant, a plaidé coupable en échange d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, évitant ainsi la peine de mort. En contrepartie, il devait témoigner contre tous les autres conspirateurs. Sa confession a exercé une pression énorme sur Tina, la femme de ménage. Les enquêteurs, jouant sur sa peur, lui ont laissé croire qu'elle risquait la peine de mort. Cela a suffi pour la briser. Lors d'un interrogatoire enregistré en vidéo, Tina a avoué son rôle et a désigné les autres conspirateurs. Selon son récit, Loretta avait planifié le meurtre et l'avait incité à recruter Eric. Katie, sa fille, était complice, participant activement à l'élaboration du plan.
En échange, Loretta avait promis à Tina et à sa famille de pouvoir vivre indéfiniment dans la maison de la victime. Après plus d'1 an d'enquête, les policiers avaient enfin rassemblé suffisamment de preuves pour agir. Le 22 mars 2012, ils sont retournés à San Antonio, prêts à en finir. En enfonçant la porte de la maison de Katie, ils ont mis fin à des mois de tension et de mystère. Sous le regard incrédule de son mari, Katie a été menottée et emmenée. Ironiquement, pour une femme dont le casier judiciaire était vierge, dont les seules infractions concernaient des amendes de circulation, cette arrestation était un choc absolu. Mais pour les enquêteurs, c'était le début d'une nouvelle étape, traduire en justice tous ceux qui avaient participé à ce crime sordide. Le 25 avril 2013, Katie, âgée de 57 ans, s'est retrouvée face à son destin devant le tribunal. Accusée du meurtre de son beau-père Ernest Luttrell, survenu en juillet 2010, cette ancienne enseignante risquait une condamnation à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. L'accusation, implacable, a présenté Katie comme la principale instigatrice d'un plan macabre, motivé par la cupidité et le désir de s'approprier la ferme d'Ernest. Selon l'accusation, Katie avait initialement cherché à manipuler son beau-père en le plaçant dans une maison de retraite. Elle avait monté une histoire de menace contre un voisin pour le forcer à signer une procuration. Mais cette stratégie avait échoué. Face à la progression rapide de la maladie d'Alzheimer de sa mère et à la robustesse persistante d'Ernest, Katie aurait opté pour un plan B radical. Un meurtre froidement planifié. Le mobile semblait clair. Si Loretta mourait avant Ernest, Katie risquait de ne rien hériter. Le meurtre devenait alors, selon l'accusation, une solution cruelle, mais logique pour elle. Katie, cependant, a nié toutes les accusations. Pour elle, Ernest avait été la malheureuse victime d'un cambriolage raté. Son avocate s'est appuyée sur le manque de preuves directes et sur les déclarations contradictoires des complices. Tina, la femme de ménage, a tenté de se disculper en déclarant qu'elle avait été contrainte par Katie. Elle a affirmé avoir été intimidée et poussée à agir sous la menace. Mais son témoignage, bien que troublant, a été jugé peu fiable par l'accusation. Eric Crane, l'exécutant présumé, a nié tout lien direct entre Katie et le meurtre, soutenant que la discussion concernait principalement Tina. La défense s'est appuyée sur ses propos et a affirmé que Katie avait simplement falsifié des documents pour protéger sa mère, sans rapport avec un meurtre. Le 14 mai 2013, après 1h30 de délibération, les jurés ont déclaré Katie coupable d'avoir organisé le meurtre et falsifié des documents. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle, plus 60 ans supplémentaires. Tina, en collaborant avec l'accusation, a également évité la peine de mort et a reçu une peine identique. Loretta, trop malade pour témoigner, n'a jamais comparu, mais un enregistrement de ses aveux confirmant sa complicité sans mentionner Katie a été utilisé. La famille d'Ernest a hérité de ses biens après avoir contesté le testament. Katie, elle, a continué à clamer son innocence. Merci d'avoir regardé cette histoire troublante. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines affaires.